Les grandes entreprises sont-elles en train de monopoliser les terres agricoles françaises ? Ce hold-up organisé, généralisé, à propos duquel le gouvernement ne dit mot, prend du terrain. Personne n'en parle et pourtant le phénomène existe. Les grandes entreprises s'accaparent des terres agricoles et les concentrent. De leur côté, les paysans sont non seulement expropriés, mais ils sont aussi prolétarisés et surtout précarisés. De petits propriétaires terriens, ils deviennent de simples salariés, voire même des sous-traitants. Au-delà du désastre social, au sein d'une profession déjà fortement mise à mal par des décennies d'industrialisation à marche forcée, c'est aussi un désastre écologique. À l'heure où l'urgence climatique devrait pousser vers un retour à une agriculture paysanne et au circuit court, cette même agriculture continue de s'industrialiser au détriment de l'environnement, de la qualité des produits et surtout au profit des géants de l'industrie agroalimentaire. C'est la raison de cet ouvrage, Hold Up sur la Terre, qui est le fruit d'une longue enquête de terrain menée par Lucille Leclerc, que j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau du Média. Bonjour Lucille, et merci d'avoir accepté cet entretien. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, en lisant ce livre, moi j'ai un peu l'impression de relire en quelque sorte Les raisins de la colère de John Steinbeck, dans le sens où, dans le roman, c'est des petits paysans de l'Oklahoma qui se font dégager de leur propre terre par les banquiers et les nouveaux propriétaires industriels, et j'ai eu tout de suite l'impression que c'était un peu ça que vous décriviez dans l'ouvrage. Oui, certainement, en un peu plus discret. Alors peut-être d'abord dire que la terre agricole recouvre la moitié du territoire français. Ouais. C'est un des biens les plus précieux que nous ayons, puisque c'est le réservoir de notre alimentation. L'accaparement des terres en France, c'est quelque chose qui est étonnant. Enfin, moi, avant de faire cette enquête, j'en avais déjà entendu parler de l'accaparement, mais pour moi, c'était quelque chose qui se passait au Brésil, à Madagascar, aux États-Unis, à partir d'une certaine époque. Pas forcément en France. J'ai découvert que depuis le début des années 2010, des grandes entreprises achètent des milliers d'hectares. Alors, on a tous des coins de campagne qu'on connaît, mais on ne sait pas forcément que c'est des groupes qui possèdent le foncier. Il y a des choses dissimulées et tout l'objectif de mon livre, c'est de mettre en lumière ce qui se passe dans l'ombre. D'accord. Mais justement, ces grandes entreprises qui s'accaparent ces terres, qui salarisent les agriculteurs, on se doute qu'il y a les entreprises de l'agroalimentaire dedans, mais pas que. C'est ça qui est peut-être le plus surprenant. Oui. Si vous voulez, sur ces terres, les agriculteurs passent sous la direction d'un groupe. Qui est ce groupe ? On a des industriels de l'agroalimentaire qui ont besoin de produits agricoles dans leur circuit. Il y a aussi des industries cosmétiques, par exemple, qui ont aussi besoin de produits agricoles. En réalité, ce sont des industriels qui cherchent à maîtriser la chaîne de A à Z, vous voyez ? Et dans ces fermes qui appartiennent à des groupes, qui fait le plan de culture, qui décide des rations alimentaires pour les animaux, c'est le groupe. D'accord. Mais quand c'est un groupe qui gère cette terre, c'est la disparition du savoir-faire de l'agriculteur. Il n'y a que le paysan qui connaît sa terre. La terre, c'est un organe vivant. Quand elle est gérée à distance, comme une entreprise lambda, il n'y a plus de lien entre le paysan et la terre. Il n'y a plus de connaissance de la terre. Et c'est ça qui me frappe. On prend en considération une ferme comme une entreprise lambda, alors qu'on gère du vivant. Ouais. C'est le cahier des charges établi par le groupe qui devient l'intermédiaire entre le paysan et sa terre. Oui, exactement. Donc c'est vraiment une forme d'intégration à la chaîne industrielle qui n'existait pas avant le début des années 2010 en France. Donc le phénomène en France est vraiment si récent que ça ? Oui, ça remonte à une dizaine d'années. D'accord. Mais je suppose qu'il y a un rapport de force qui s'établit entre les groupes et les agriculteurs qui sont poussés, contraints de vendre finalement. Oui. Comment ça se passe un petit peu dans la relation entre... Si vous voulez, il y a des agriculteurs qui préfèrent être agriculteurs salariés pour un groupe plutôt qu'être agriculteurs indépendants. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est pas une bonne chose justement que des groupes puissants s'intéressent au secteur agricole qui connaît une crise depuis plusieurs années. Il y a un malaise profond. Depuis les années 80, le taux d'endettement des agriculteurs a été multiplié par 4. Aujourd'hui, un agriculteur sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. On comprend que les groupes sont aussi des solutions pour un monde en crise. Et c'est peut-être la principale différence que je ferai avec les années 30, les États-Unis, où on a ces paysans qui étaient maîtres chez eux et qui deviennent ouvriers agricoles, peut-être de manière complètement subie.
j'ai pas étudié cette période aux États-Unis, donc voilà, j'ai lu Les raisins de la colère et j'ai aimé ce livre, mais ce que je peux te dire, c'est que Steinbeck peint vraiment un décor où on a une transformation du statut de l'agriculteur qui est subie. Or, ce que j'ai perçu en allant sur le terrain, c'est qu'aujourd'hui, quand le cours du porc est à 1,10 €, que vous ne savez pas si vous allez pouvoir payer l'aliment pour nourrir votre élevage, finalement, c'est aussi confortable de devenir salarié, ouvrier agricole pour un groupe plutôt qu'être à son compte dans un contexte économique très incertain. Mais ça représente tout de même un désastre social pour les agriculteurs de passer. En plus, des fois, ils ne sont pas seulement salariés, ils deviennent aussi sous-traitants, avec toutes les dérives en termes de relations industrielles, économiques qu'il y a entre la grande entreprise et le sous-traitant. Il doit y avoir aussi en tout cas, on note une détresse chez les gens qui témoignent justement de ne plus pouvoir être propriétaires de leur propriété, et de devoir se contenter d'être salariés ou sous-traitants. Oui, en fait, il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a des agriculteurs que j'ai interviewés sur le terrain qui préfèrent vraiment être salariés. Voilà, pour eux, c'est plus confortable. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant aussi, qu'on trouve. Et il y a aussi des agriculteurs qui préfèrent, eux, être agriculteurs salariés, puisque pour eux, l'autonomie fait partie de l'essence même du métier d'agriculteur. Il y a un point que j'aimerais partager. Pour moi, si vous voulez, j'ai le sentiment d'un retour en arrière. Avant, les agriculteurs étaient maîtres chez eux. Grâce à d'âpres combats, ils étaient devenus locataires, propriétaires de la terre. Aujourd'hui, l'arrivée de groupes industriels qui relèguent l'agriculteur au rang de simple exécutant, pour moi, remet en cause des victoires qui ont été acquises par les générations précédentes. Oui. Vous faites un long retour historique, justement. Vous consacrez un chapitre à ça. Vous revenez vraiment aux sources même de la paysannerie, à l'époque du servage, etc. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on a quand même un peu l'impression, à lire le livre, que les grands groupes sont les nouveaux seigneurs féodaux et que les agriculteurs redeviennent des serfs en quelque sorte. Oui, alors je dirais pas que c'est que les grands groupes sont les nouveaux seigneurs. Je dirais que c'est plus simplement une nouvelle étape dans l'industrialisation de l'agriculture qu'on connaît depuis l'après-guerre. Les agriculteurs étaient déjà très dépendants de la grande distribution par rapport à la fixation des prix, par exemple. Ils étaient déjà dépendants des aides PAC. On sait qu'aujourd'hui, le revenu d'un agriculteur, c'est à 89% issu de la subvention de Bruxelles, donc la politique européenne. La politique agricole commune, oui. La politique agricole commune. Cette multidépendance, qui est aussi celle des banques, on parlait de l'endettement tout à l'heure, finalement, aujourd'hui, on se rend compte que l'achat de foncier par des groupes, c'est une nouvelle forme de dépendance. Oui. Il y avait des précédents. Donc ça me paraît important de le rappeler. Ensuite, l'histoire de notre agriculture, depuis 200 ans, c'est l'histoire d'une longue quête de l'agriculteur, du paysan, pour devenir maître sur sa terre. Donc en 3 étapes pour balayer un petit peu 200 ans qu'on ne pourra pas résumer en 5 minutes. Mais en fait, en 1789, les agriculteurs se défont des pouvoirs des seigneurs. Ça ne va pas être aussi simple dans la réalité, ça va prendre du temps, mais avec l'abolition des privilèges, en fait, c'est aussi la disparition de grandes seigneuries qui avaient à leur botte des serfs. Donc c'est l'abolition du statut du servage. Ensuite, un siècle plus tard, en 1880, on a l'arrivée du crédit agricole. Et là, ça va être un pas énorme en fait, pour accéder à la propriété pour les paysans, puisqu'ils vont pouvoir obtenir des prêts avant. Si vous voulez, pour avoir un prêt pour acheter une terre, les paysans devaient s'adresser aux notables du coin. Il y avait des jeux de pouvoir qui n'étaient pas du tout évidents. Et avec un vrai prêt, les agriculteurs vont être plus libres de s'endetter et donc de pouvoir acheter. À cette même période, il y a aussi le suffrage universel. Donc on est en 1880, ça va être le suffrage pour les hommes. République, hein. C'est ça. Donc en fait, ce nouvel électorat que constitue la population agricole va être aussi
la cible de programmes électoraux. Et en fait, ce sont ces programmes qui débouchent notamment sur l'obtention d'une banque pour les paysans. Voilà, on va courtiser en fait ce nouvel électorat. Il faut lui donner des avantages. Et donc la banque agricole, pour les agriculteurs, ça fait partie de ces nouveaux avantages. D'accord. Une troisième étape vers l'indépendance des paysans, c'est 1946. Donc là, on sort de la Seconde Guerre mondiale. Et il va y avoir en fait une prise de conscience. La terre agricole, on ne peut pas la vendre à n'importe qui. On ne peut pas la louer à n'importe qui puisque c'est l'assurance de l'approvisionnement alimentaire pour la France. Ouais. Cette alimentation, elle a manqué pendant la Seconde Guerre. La population est complètement traumatisée parce qu'elle a connu la faim. Ouais. Et donc, on va tout faire pour éviter que cette situation se reproduise. Donc, nos dirigeants politiques, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, vont mettre en place le statut du fermage. Et donc là, l'agriculteur, pour la première fois dans l'histoire de France, va obtenir un bail du propriétaire et on ne va pas pouvoir le dégager comme ça. D'accord. Et la suite de cette mutation d'après-guerre, c'est la création des SAFER. Peut-être qu'on va y revenir. Justement, ça, c'est un des points très intéressants du livre, les SAFER. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Oui, alors si vous voulez, les choses sont assez bien faites en France. On a une autorité qui est chargée de veiller à ce que la terre agricole reste entre les mains des agriculteurs. Cette autorité, c'est la SAFER. Elle a été créée dans les années 60, donc dans cette nouvelle politique pour vraiment, je dirais, articuler la production agricole à la terre. Cette articulation n'était pas évidente puisqu'on sait que c'était plutôt des grands propriétaires avant la Seconde Guerre mondiale qui étaient propriétaires de la terre et qui spéculaient en fait tout simplement sur les terres agricoles. Donc on avait une dissociation entre capital et travail. À partir de la création des SAFER, en fait, il y a cette idée simple que la terre doit appartenir à celui qui la travaille. On est bien après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 60. La SAFER devient le bras armé du ministère de l'Agriculture. Ouais. Et nous, on est les héritiers de cette époque-là, puisque aujourd'hui les SAFER existent toujours. On en a une par département. Voilà, si je reviens à ce qui se produit actuellement, est-ce que les autorités jouent toujours leur rôle ? Justement, on n'a pas l'impression qu'elles continuent de jouer ce rôle. Ou plutôt dans des conditions en plus toujours très opaques, accordent finalement ces terres aux grands groupes, justement. Oui. Il y a des cas très spécifiques que vous déclinez dans le bouquin, si peut-être vous voulez revenir dessus. Oui, donc en fait, quand j'ai demandé au président de la SAFER, Emmanuel Liest, pourquoi la SAFER vend à des groupes industriels comme Chanel ou Fleury Michon, je n'ai pas reçu de réponse. Moi, je me pose une question, pourquoi il n'y a pas de transparence sur le marché foncier ? Pourquoi ces industriels ont des facilités pour acheter de la terre agricole ? Pour moi, ces décisions, il faut qu'elles soient prises dans la transparence, plutôt que de laisser une minorité décider de manière opaque. Oui, évidemment. Et justement, en parlant d'opacité, il y a le cas de cette entreprise chinoise là, qui avait racheté, justement, sous l'aval de la SAFER, qui a racheté 1700 hectares de terrain, complètement incognito. Oui, en fait, vous vous en rappelez, c'était en 2016. Il y a 6 ans, un industriel chinois, Hayward, a acquis une immense surface de terre agricole dans l'Indre. On est au sud d'Orléans, 1700 hectares. C'est 25 fois la taille moyenne d'une exploitation agricole en France, pour produire des céréales, pour alimenter sa chaîne de boulangerie en Chine. Les Chinois ont une politique d'acquisition de terre dans le monde entier, puisque leur sol est pollué. Et pour assurer un approvisionnement sain, ils achètent des terres ailleurs. Et il n'y a pas qu'en Afrique que les Chinois achètent des terres. Donc on a raison de parler des sociétés chinoises. Mais si vous voulez, sur le marché des terres en France, on ne trouve que 2% d'acheteurs étrangers. Alors l'histoire des envahisseurs, c'est un mythe. En réalité, c'est aussi des groupes français qui achètent les terres. Oui, donc... Mais justement, en fait, ce qui est assez étonnant dans ce que vous décrivez, c'est qu'à la fois, il y a une vraie prédation des grandes entreprises sur les terres, mais tout ça se fait complètement... personne n'en parle, quoi. On n'a pas de... D'ailleurs, même en lisant le bouquin, des fois, je faisais des recherches sur Internet, il y a très peu d'articles, très peu de... Dans la presse, on en parle très peu, c'est complètement... Oui, c'est préoccupant. Sur les 26 millions d'hectares de terres agricoles en France...
on ne sait pas quel est le pourcentage de ces hectares qui appartient à des groupes. Parce que ces achats échappent à l'appareil statistique. D'accord, donc même l'INSEE ou des organismes comme ça sont incapables, ils n'ont pas les éléments pour pouvoir produire des données statistiques qui permettraient d'évaluer. En fait, c'est à la SAFER de produire cette information statistique. Pour moi, c'est important de se poser cette question parce que le développement de cette agriculture de firme n'est pas neutre. Il y a des conséquences importantes pour notre alimentation, par exemple. Et pour l'environnement aussi. Et pour l'environnement, également. En réalité, c'est ambivalent. Si vous voulez, il y a aussi des groupes qui font de l'agriculture et se mettent à faire de l'agriculture bio. Alors vous allez me dire, est-ce que vous préférez un agriculteur conventionnel qui utilise des pesticides ou bien un groupe industriel qui fait du bio? Moi, je vous dirais ni l'un ni l'autre. Moi, je voudrais un agriculteur indépendant qui fait du bio et de l'agriculture paysanne. Qui fait du bio et de l'agriculture paysanne. C'est complexe. Ce qui serait bien, c'est qu'on soit informé de cette évolution. C'est la première fois qu'une enquête de plus d'1 an est menée sur ce sujet. Ce que j'ai constaté, c'est le fait que ces acquisitions massives de terres se font avec l'aval du pouvoir politique. Et ce qui me frappe, européen, parce que j'avais déjà reçu l'année dernière Caroline Trouillet qui avait enquêté sur les gros bénéficiaires de la PAC. Et justement, ces grosses entreprises prédatrices de la terre sont aussi très bien aidées par la politique agricole commune. Donc, effectivement, il y a une chaîne de responsabilité à établir, l'État français, l'Union européenne, sur ce qui se passe au niveau des terres agricoles françaises. Oui, complètement. Et ce qui me frappe, c'est le silence. Ça fait une dizaine d'années que je m'intéresse à l'agriculture. C'est mon 3e livre sur le monde agricole. Et sur ce sujet-là, j'ai rencontré des difficultés. Il y a des agriculteurs qui étaient prêts à témoigner et qui, au dernier moment, se sont rétractés. L'État à qui j'ai posé des questions, qui n'a pas souhaité me répondre. Qu'est-ce qui se passe en France? C'est un sujet sensible, c'est un sujet qui dérange. Il y a une mutation du monde agricole. Ça se passe chez nous, mais on ne soupçonne rien. De toute façon, le monde agricole est... le métier d'agriculteur, la profession, cette classe sociale est un petit peu oubliée de toute façon de manière générale, puisqu'on sait que c'est une des professions où il y a le plus de suicides. Et c'est pareil, personne n'en parle. Et en fait, le désastre social, écologique continue, va plus en avant, et les pouvoirs publics ne font rien. Pas plus Emmanuel Macron que ses prédécesseurs. Oui, et une des choses qui m'a le plus interpellée pendant l'enquête, si vous voulez, c'est que ces fermes sont immenses. Donc effectivement, l'exécutif laisse se développer actuellement des structures qui sont immenses, mais au-delà de leur taille, c'est la première fois dans l'histoire agricole en France qu'on a une entreprise qui peut acheter des terres à l'infini parce qu'elle en a les moyens financiers. Avant, un agriculteur ne pouvait pas avoir 10 fermes. Ça n'existe pas en France, nulle part. Évidemment. Aujourd'hui, un groupe industriel peut acquérir 10 exploitations et ces 10 exploitations répondent aux mêmes besoins de l'entreprise pour produire un produit unique. Ouais. Pourtant, on sait que la diversité est bonne pour éloigner les maladies, par exemple. Des journalistes, des ONG ont déjà alerté sur les dangers de l'agriculture industrielle. Et pour moi, on est face à une nouvelle étape dans cette histoire de l'agriculture industrielle. Ouais. Est-ce que vous avez pu quand même évaluer justement la transformation du modèle agricole, du modèle de production agricole? Il y a une profonde mutation depuis l'après-guerre, avec un logiciel qui n'a pas changé, qui est celui-ci, une agriculture d'export. Et donc la France actuellement continue à produire une agriculture, on va dire, qui privilégie la quantité à la qualité, voilà, pour équilibrer la balance commerciale. Ouais. Une évolution importante dans ce modèle, si vous voulez, c'est qu'il y a un effritement de la régulation qui est faite du marché de la terre. Au départ, la SAFER a été créée pour favoriser les agriculteurs. Aujourd'hui, elle est capable de vendre à un groupe industriel. Est-ce qu'on est tous d'accord sur cette évolution? Ah oui, évidemment. Évidemment, mais là, justement, on rentre dans, parce que vous parlez de régulation, là, on rentre dans une logique de dérégulation, justement, totale. Oui, c'est ça. Avec l'appui de la SAFER. Oui. En fait, c'est ce qui m'a intéressée aussi, c'est de comprendre comment on en est arrivé là. Il y a 2 choses pour moi qui facilitent l'achat de terres
par des groupes industriels aujourd'hui. La première chose, c'est au niveau juridique. Au début de l'année 2022, une grande loi foncière a été votée au Parlement. Cette loi était attendue depuis longtemps par le monde agricole. C'était une loi pour moderniser la SAFER, une loi foncière. On voit qu'il y a des avancées, mais ce n'est pas suffisant. La SAFER aujourd'hui n'a pas les bons outils par rapport aux nouvelles règles du jeu. Et moi, j'ai le sentiment, si vous voulez, qu'on fonctionne avec des outils qui ont été érigés au milieu du XXe siècle. Mais le contexte économique d'exploitation des terres, lui, a complètement changé. Dans quel sens ? Dans le sens où aujourd'hui, on a des acheteurs qui sont nouveaux. Ouais. Et les grandes entreprises. La politique ne s'adapte pas pour réagir. On va dire qu'elle accueille ces nouveaux agriculteurs, puisque ce sont des agriculteurs, ces groupes industriels. Moi, je me pose la question, en fait, dans quelle mesure est-ce que c'est un changement qui est choisi par la population en France ? La deuxième chose qui, pour moi, facilite l'achat de terres par des groupes industriels, c'est l'évolution de la SAFER. Oui. En fait, au départ, la SAFER était financée à 80% par des fonds publics, dans les années 60. À partir des années 80, la SAFER est de moins en moins financée par l'État. Ouais. L'État finit par ne plus rien lui donner du tout à partir de 2017. D'accord. 2017, c'est la dernière subvention publique accordée par l'État. Depuis, il y a 2% du modèle économique de la SAFER qui vient des régions, mais l'État ne subventionne plus du tout la SAFER. 2017, c'est l'élection d'Emmanuel Macron. Oui, c'est ça. Et en fait, cause à effet, est-ce que Emmanuel Macron, le mandat d'Emmanuel Macron, la politique d'Emmanuel Macron est justement allée dans le sens du moins de public dans l'agriculture ? Alors le quinquennat d'Emmanuel Macron s'est situé en parfaite continuité avec ce qui avait été fait dans les mandats précédents. C'est-à-dire que sur ce sujet-là du financement public de la SAFER, on remarque que c'est depuis les années 80. Si vous prenez les graphiques, c'est très lisible. En fait, la SAFER devient de moins en moins financée. Si vous voulez, moi, pendant l'enquête, j'ai rencontré des gens à la SAFER qui bossent énormément, qui font un travail remarquable. Le problème, c'est que cette instance, elle n'est pas riche, elle est juge et partie parce qu'elle contrôle le marché des ventes de terres, mais elle touche des commissions sur les ventes. Oui. D'accord. Oui, donc effectivement, elle peut, quand elle peut le vendre gros à une grosse entreprise, effectivement, c'est peut-être là que le bas blesse dans la relation, et justement dans l'équité entre les grandes entreprises et les agriculteurs. Oui, j'ai des exemples sur l'industrie du luxe qui achète 150 fois le prix de l'hectare en France pour cultiver des fleurs pour mettre dans les parfums. Est-ce que vous croyez que des jeunes agriculteurs peuvent suivre ? Voilà, on est devant une situation contradictoire où l'État dit une chose. On a une situation similaire avec Eurocom, là, c'est l'entreprise italienne qui fait du riz en Camargue et qui a acheté aussi énormément d'hectares. Oui, c'est ça. Donc si vous êtes à Port-Saint-Louis-du-Rhône, en Camargue, et que vous allez vers Marseille, vous allez voir quoi ? Vous allez voir des champs et rien d'autre. Des champs de riz. On sait que la Camargue est une terre productrice de riz. La France est un gros producteur de céréales et en Camargue, on produit du riz. Donc sur ces champs, vous allez voir quelque chose de tout à fait classique. Or, ces champs appartiennent à un groupe industriel. Et en Camargue, ce groupe industriel, donc Euricom, sur lequel j'ai enquêté, possède la plus grosse ferme de Camargue. Mais personne ne le voit, parce qu'il n'y a pas d'enseigne au-dessus des champs. Vous voyez ? On dérégule totalement, parce que Euricom, on répète, c'est une entreprise italienne, donc c'est pas une entreprise française. Il y a aussi le cas de l'entreprise chinoise avec les 1700 hectares. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans on passe un cap dans la dérégulation. Ce que je décris dans le livre, c'est aussi qu'on arrive à un moment où on est dans une période de bascule. Ouais. Dans les 3 prochaines années, 160 000 fermes sont à transmettre. Moi, je me pose la question, qui vont être les agriculteurs demain ? Ouais. Alors, oui, il y a des groupes industriels qui viennent de l'étranger. La plupart des entreprises sur lesquelles j'ai enquêté, ce sont des groupes français. Ouais. C'est l'entreprise du coin. D'accord. Et justement, parce que vous avez mené l'enquête, vous avez eu quand même des témoignages d'agriculteurs. Est-ce que vous avez réussi quand même à approcher un petit peu ces grands groupes, réussir à avoir une interview de leur part Parce que justement, vu que c'est opaque, qu'on n'a rien, bien sûr. c'est intéressant de savoir
Sur quel pied dansent les grandes entreprises? Oui. Alors, je dirais qu'il y a eu 2 temps pendant l'enquête. Ouais. Donc, le premier temps où je suis allée sur le terrain, où ça a duré à peu près 6 mois, et où je ne disais pas que j'étais journaliste. Ouais. Donc voilà, j'ai fait de l'investigation. J'ai notamment travaillé dans une des exploitations agricoles dont je parle dans le bouquin, en tant qu'ouvrière agricole. Et dans un second temps, je me suis adressée au siège des groupes avec les informations que j'avais. La plupart du temps, j'ai obtenu des fins de non-recevoir. Ouais. Donc, l'entreprise ne souhaite pas communiquer. Dans certains cas, l'entreprise souhaite communiquer et même en fait une démarche marketing. Ouais. Voilà. Donc, il y a aussi, de la part de ces groupes, la volonté, tout simplement, de faire de leurs exploitations agricoles bio une force pour convaincre le consommateur. Ce que je peux dire aussi, c'est que j'ai été interpellée, si vous voulez, sur le fait qu'il y a un sentiment partagé dans le milieu agricole. Ouais. On parlait tout à l'heure de ceux qui préfèrent être agriculteurs salariés plutôt qu'être indépendants quand ils se lancent. Il y a aussi ceux qui partent en retraite. Ouais. Parfois, ils sont endettés. Personne ne veut racheter la ferme. Ouais. Et je raconte dans mon livre comment des agriculteurs proches de la retraite vendent discrètement leurs terres à des groupes industriels. Vous voyez, c'est pas simple. Il y a quelques semaines, l'État a promis un plan de sauvetage pour l'élevage, 270 millions d'euros, pour éviter que les éleveurs ne cessent leur activité parce qu'ils sont en difficulté financièrement. Ouais. Donc cette réalité économique crée des conditions favorables à l'arrivée de nouvelles formes d'agriculture qui prennent le relais. Ouais. Vous parliez tout à l'heure de l'Oklahoma dans les années 30, aux États-Unis. Il y a la Grande Dépression, donc des conditions économiques qui rendent plus évidente l'arrivée de nouveaux acheteurs. En fait, il y a des règles du marché qui changent. Ouais. On se trouve aussi dans une situation similaire. Ouais, finalement, la source du problème, c'est comment on a laissé pourrir un petit peu les exploitations agricoles et les petits propriétaires qui, comme vous le dites, leur niveau d'endettement a été multiplié par 4. Oui. Et vous l'avez dit tout à l'heure, l'Europe a aussi une part de responsabilité. Donc cette politique agricole commune, c'est une enveloppe budgétaire de 65 milliards d'euros par an. La France en est le premier bénéficiaire. Ouais. Au départ, la PAC est censée soutenir les agriculteurs. Aujourd'hui, elle soutient aussi des groupes industriels qui font de l'agriculture. Donc l'Europe finance une agriculture sans agriculteurs. Et une agriculture en plus qui est un petit peu mortifère et pour l'environnement et pour les conditions de travail des agriculteurs qui deviennent, comme on le disait tout à l'heure, salariés. Oui. Alors oui, parfois c'est par choix. Hein. On a pu vous en témoigner, ça, des conditions de travail pour ces agriculteurs devenus donc ouvriers agricoles? Oui. Je dirais que là-dessus, c'est comme dans n'importe quel autre secteur, si vous voulez. Donc on ne peut pas généraliser. Le statut de salarié confère de nombreux avantages pour les travailleurs en France. C'est le cas aussi dans le milieu agricole. Oui, on en parlait en début d'entretien, oui. Voilà, donc moi j'ai vraiment étudié en fait l'organisation du travail dans ces grandes exploitations qui appartiennent à des groupes. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des contrats salariés classiques, c'est des ouvriers agricoles et avec toutes les dimensions que ce travail comporte. De ce point de vue-là, j'ai pas vu de traits marquants par rapport à un autre type d'exploitation agricole. Ce qui est différent, c'est que parfois, il y a des sous-traitants. Donc si je reprends l'exemple de l'industrie cosmétique, on peut parler de Pierre Fabre. Donc Pierre Fabre, vous le savez, c'est le leader de la dermocosmétique en France. C'est le numéro 2 mondial derrière L'Oréal. C'est les produits Chlorane, par exemple. Pierre Fabre possède une exploitation agricole dans le Tarn. Il produit de l'avoine pour mettre dans les shampoings Chlorane, par exemple. D'accord. Dans son exploitation, ce sont des agriculteurs sous-traitants, c'est-à-dire que ce ne sont ni des locataires, ni des ouvriers salariés, mais Pierre Fabre fait appel à des sous-traitants
Et ces agriculteurs-là sont heureux de travailler chez Pierre Fabre. Parce que quand vous êtes céréalier, que vous avez un endettement en moyenne de 250 000 €, vous êtes content en fait, de faire une prestation dans une grande exploitation pour rentabiliser aussi votre matériel agricole. En fait, c'est vraiment gagnant-gagnant. Ouais. Et c'est pour cette raison que l'agriculture de firme se développe. D'accord. Alors pour finir, vous avez dans votre bouquin aussi, vous déclinez quand même des propositions, vous allez un petit peu au-delà du travail d'enquête, vous essayez quand même de proposer des choses pour justement sortir de ce système dérégulé et favorable aux grandes entreprises. Oui, j'ai constaté que l'achat de terre n'était pas toujours facile en France par ces groupes. Par exemple, dans le département du Nord, où Auchan a voulu reprendre des terres pour cultiver des légumes pour approvisionner son magasin. C'était en 2019 et tout un village a lutté contre la ferme Auchan pendant 1 an. Finalement, le projet a été reporté selon Auchan, mais dans les faits, on peut se demander s'il n'est pas annulé. Ouais. Dans mon livre, je donne d'autres exemples qui montrent que l'agriculture de groupe n'est pas une fatalité. Ce qui est certain, c'est que comme il y a beaucoup d'opacité sur ces transactions, et comme il y a peu d'informations sur l'agriculture de firme, finalement, la plupart du temps, cette agriculture de firme, de groupe, cette agriculture de groupe avance sans bruit. Oui, d'accord. Mais comment justement faire en sorte que tout ça ne soit plus opaque? Comment peut-être vous avez décliné, je crois, des idées pour peut-être faire en sorte que la SAFER marche mieux, choses comme ça? Oui, alors pour moi, il y a 2 leviers principalement. Donc le levier vraiment de terrain avec des citoyens, des élus locaux, des agriculteurs qui tout simplement ouvrent l'œil sur le destin de la terre agricole d'à côté, donc à un niveau local, et un niveau plus à échelle nationale, où là, pour moi, il faudrait une réforme de la SAFER, une réforme d'ampleur. Jusqu'à présent, ça a été plutôt des réformes à petits pas, et aujourd'hui, le monde agricole attend réellement du changement pour voir une SAFER dotée d'outils qui correspondent à sa mission, c'est-à-dire tout simplement aider les agriculteurs indépendants. Vous voyez, en Europe et dans le monde, la SAFER fait figure de modèle. On a un outil qui est remarquable. Ce gouvernement des terres, puisque donc, les SAFER, c'est un parlement où est discutée l'orientation d'une terre agricole. Donc, à chaque fois qu'une terre se vend, il y a une concertation au sein de la SAFER pour décider de qui va pouvoir acheter cette terre. Ouais. Donc en fait, c'est une organisation démocratique qui est exemplaire. Pour plusieurs raisons dont on a parlé, aujourd'hui, elle a perdu un peu de sa superbe. En plus, si elle n'a plus aucun fonds public pour lui permettre de fonctionner correctement, si plus aucun budget de l'État ne lui est alloué, effectivement, ça complique la tâche. Clairement, elle n'a plus les moyens de sa mission. D'accord. Merci, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Merci beaucoup pour votre invitation. Peut-être un dernier mot sur l'enquête. Donc pour moi, cette terre agricole, c'est un enjeu précieux. L'accès à la terre a toujours fait l'objet de luttes. Il y a de nombreux exemples de conflits fonciers dans l'histoire. Comment la terre se partage, c'est une question fondamentale. Pour moi, tout le sens de mon enquête, c'est de voir ce qu'on peut apprendre et tirer comme leçon de l'époque actuelle. Ok. Merci beaucoup, Lucille. Merci.